Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on va examiner les significations multiples du noir et du blanc. On s'appuie sur plusieurs sources, notamment un ouvrage qui s'appelle Black and White, Symbols, Connotations and Significance. Les sources sont variées, spiritualité, iconographie, tradition culturelle. On va de l'Égypte ancienne à l'Inde, aux Mayas, aux traditions abrahamiques. Et puis aussi la science, le droit, l'art. Pas mal de choses. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces connotations complexes, qui sont d'ailleurs souvent contradictoires pour ces couleurs, ou ces nuances plutôt. Et pour commencer, un point intéressant, l'auteur des textes, Noble D. Lemoore, il parle de son style de peinture silver screen, donc en noir et blanc. Mais il nous invite justement à regarder au-delà, vers les nuances, les gris. C'est un peu ce qu'on va faire. Souvent, on voit le noir et le blanc comme des opposés directs. La vie, la mort, le bien, le mal. C'est ça, non? Oui, c'est l'approche la plus immédiate, on va dire. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est que d'autres traditions les voient plutôt comme complémentaires. Prenez le yin et le yang dans le taoïsme. Là, il n'y a pas de jugement moral, pas de bien ou de mal, c'est juste une harmonie, une danse entre deux pôles. Le yin, c'est l'ombre, la contraction, le féminin, le yang, c'est la lumière, l'expansion, le masculin. Le noir est souvent associé au yin, oui, mais parfois, pour le yang, c'est le rouge qui est mis en avant, plutôt que le blanc. L'idée clé, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre dynamique entre les deux. D'accord. Et cette idée de complexité ou de complémentarité, on la retrouve dans des symboliques culturelles très anciennes, j'imagine. Tout à fait. Prenez l'Égypte ancienne. Le noir qu'ils appelaient Kem, ça représente la nuit, la mort, l'au-delà, oui. On pense à Osiris, Anubis. Classique. Et c'est là que ça devient plus surprenant pour notre vision occidentale. Ce même noir symbolise aussi la fertilité. Ah oui. Le limon noir du Nil, qui rendait la terre si riche. Ah oui. Et donc la résurrection, la vie qui renaît. Et même l'Égypte elle-même, Kémet, ça veut dire la terre noire. Donc c'est à la fois la fin et le renouveau. C'est puissant. Exactement. Et cette ambiguïté fondamentale, on la voit ailleurs aussi, dans l'hindouisme par exemple. Oui. Krishna, une divinité majeure, son nom même signifie le noir. D'accord. Et puis il y a Kali, la mer sombre. Son noir, ce n'est pas juste une couleur, ça symbolise sa nature absolue, transcendante, où toutes les formes, toutes les illusions disparaissent. Elle est la destructrice de la fausse conscience. Donc ce noir est englobant, divin, pas du tout négatif en soi. C'est une perspective très différente de notre opposition habituelle. Oui, et on peut aussi mentionner Shani, lié à Saturne, souvent représenté avec un teint sombre, dispensateur de justice karmique. Le noir porte une charge sacrée très forte. Et même si d'autres traditions, comme la Genèse ou le Coran, insistent sur la séparation lumière-ténèbres, avec le blanc souvent pour le divin, le pur, et le noir pour l'absence ou même le châtiment. Oui, cette séparation existe, mais il y a toujours des nuances. Le Coran, par exemple, souligne aussi que la diversité des couleurs est un signe de Dieu. Et dans la Kabbale, la tradition mystique juive, le blanc c'est la miséricorde, chesed, mais le noir peut représenter la potentialité, bina, ce qui n'est pas encore manifesté. Ce n'est pas forcément négatif. D'accord. Et chez les Mayas, avec le Popol Vuh, Alors là, on explore aussi la dualité lumière-obscurité. Il y a ces chemins cosmiques de différentes couleurs. Il y a un chemin noir qui mène à Xibalba, l'inframonde. logique. Mais la lumière et le blanc sont liés à la vie, à la connaissance. Et fait intéressant, certaines figures anciennes plutôt maléfiques sont décrites comme étant noires et blanches, maîtres de la stupidité. Noir et blanche. Ça casse encore l'opposition simple. Exactement, c'est une combinaison qui défie une lecture binaire. C'est fascinant de voir ces échos complexes. Et ça dépasse le seul domaine spirituel, on dirait. Vous parliez de droit aussi. Avoue, c'est assez surprenant. Le Black's Law Dictionary, une référence en droit anglo-saxon, utilise des termes comme Blackacre et Whiteacre. Pour désigner quoi? Des terrains fictifs pour illustrer des cas juridiques. C'est purement conventionnel. Mais plus parlant encore, le terme blackmail. Le chantage. Oui, aujourd'hui. Mais à l'origine, ça désignait un tribut ou une rente payée en nature, en produits agricoles par exemple, par opposition aux white rents qui étaient payés en argent, en pièces blanches. Ah d'accord, l'origine est différente. Et la robe noire des juges? Eh bien, aujourd'hui, c'est un symbole d'autorité, de sobriété. Mais il semblerait que cette tradition vienne d'une période de deuil à la cour d'Angleterre après la mort de la reine Mary II. Avant ça, les juges portaient des robes colorées, violet, vert, écarlate. Comme quoi, les symboles évoluent.
Et la science, elle dit quoi? La science offre une autre lecture, très matérielle. Biologiquement, on a la matière grise et la matière blanche dans le cerveau, fonctions différentes. On a les globules blancs, essentiels à notre immunité, et la mélanine, ce pigment souvent noir ou brun qui nous protège du soleil. C'est inscrit dans notre corps, en fait. Oui. Et même dans notre perception. Goethe, déjà, étudiait l'effet de la lumière et de l'obscurité sur l'œil. Et il y a la glande pinéale, ce fameux troisième œil, qui régule nos cycles veille-sommeil via la mélatonine, Mélatonine. dont le nom vient du grec mélas, qui veut dire noir. Elle est produite en réponse à l'obscurité. Donc le noir et le blanc sont fondamentaux pour notre rythme biologique. C'est fou. Jusqu'à l'échelle de l'univers même. Absolument. Pensez à la matière noire et à l'énergie noire. On ne les voit pas, elles sont définies par ce qu'elles ne sont pas, lumineuses. Mais ensemble, elles composeraient environ 95% de la densité d'énergie de l'univers. Elles sont cruciales, mais invisibles. Ça remet en perspective notre monde visible, basé sur la lumière. Ça donne le vertige. Et pour revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, même les touches du piano? Ah oui, le piano, noir et blanc. C'est juste un contraste visuel pratique pour identifier les notes. Le choix des couleurs est purement conventionnel, il aurait pu être inversé ou différent. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Clairement, le noir et le blanc, c'est bien plus que juste des opposés, hein. Ah ça oui, leurs significations sont incroyablement stratifiées. Elles dépendent énormément de la culture, du contexte. Elles sont souvent ambivalentes, traversant le sacré, le social, le naturel. Ça montre bien à quel point notre perception est façonnée, conditionnée par notre culture, notre langue. Tout à fait. La philosophie parle de cette relation d'entre-deux. Une couleur n'acquiert son sens symbolique que par rapport aux autres couleurs du système. C'est la relation qui crée le sens, pas la couleur isolée. C'est une bonne façon de voir les choses. Et peut-être une dernière pensée, pour aller plus loin. L'artiste qui a inspiré nos sources, il insistait sur les nuances entre le noir et le blanc dans ses œuvres. Si ces deux pôles, noir et blanc, portent déjà une telle complexité, une telle richesse de signification contradictoire, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir en explorant plus attentivement toutes les nuances de gris qui les relient? Pas seulement en art d'ailleurs, mais dans tous les domaines qu'on a effleurés aujourd'hui. Peut-être que c'est dans cet entre-deux, dans ces gris, que se cachent des compréhensions encore plus fines, plus justes de notre monde et de nous-mêmes.